Il est 20 h, voici les titres de l'actualité. Traque des biens supposés mal acquis, l'État du Sénégal croise à nouveau le fer avec Karim Wade et compagnie à propos de l'interdiction de sortie du territoire. La Cour de justice de la CEDEAO, saisie par une requête des personnalités visées par la mesure, la juge irrecevable et déboute les avocats du gouvernement de leur exception de nullité. Les deux parties vont plaider le 17 mai devant la juridiction sous-régionale. Réquisitoire de l'ex-procureur de la République, Ousmane Diagne invite ses collègues du parquet à être au service de la République et non d'un quelconque gouvernement. S'exprimant jeudi au cours d'un pot de départ au palais de justice, l'actuel conseil à la Cour suprême justifie son affectation par le refus d'exécuter une injonction de l'exécutif. Résumé des propos de Diagne, le refus d'Ousmane. Actualité judiciaire très fournie, la majorité parlementaire Benno Bokk Yakaar va abroger la loi aisant amnistiant l'affaire de l'assassinat du juge Babacar Seye, une volonté affichée à quelques jours du 20e anniversaire du meurtre du vice-président du Conseil constitutionnel au Pakistan, comme si on était au Sénégal. L'assassinat du procureur chargé de l'enquête du meurtre de l'ancien Premier ministre Benazir Bhutto. Il a été abattu aujourd'hui. Enfin, le journaliste à l'honneur, 3 mai, journée internationale de la presse, un petit débat en fin de journal avec nos invités, Madiambal Diagne du patronat de presse et Ibrahima Khalilou Ndiaye du syndicat des professionnels de l'information et de la communication. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Requête de Karim Wade donc auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. L'ancien ministre d'État sous le régime précédent bénéficie d'une accélération de procédure. Le dossier fera l'objet d'une plaidoirie des conseils de la partie requérante et ceux de l'État sénégalais devant la juridiction communautaire le 17 mai prochain. La requête porte sur l'interdiction de sortie du territoire qui frappe le fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, ainsi que d'autres dignitaires libéraux. La Cour de justice de la CEDEAO a rejeté ce vendredi les exceptions de nullité de l'État sénégalais en jugeant la requête recevable. Plusieurs personnalités du défunt pouvoir libéral sont accusées dans l'enquête sur les biens dits mal acquis. Karim Wade est incarcéré depuis le 15 avril pour le délit présumé d'enrichissement illicite. Et puis, notez à la suite de cet arrêt de la juridiction communautaire que le comité directeur du PS se réunit en début de soirée. Une réunion sanctionnée par un point de presse sur lequel nous allons revenir dans nos prochaines éditions. Le gouvernement du Sénégal va continuer à œuvrer pour la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Petite phrase de la ministre de la Justice ce matin, juste avant l'avis de la Cour de la CEDEAO, Madame Aminata Touré. Tout ce que je peux dire, c'est que l'État du Sénégal compte aller jusqu'au bout dans sa logique d'instaurer la bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics. C'est l'argent du contribuable, donc on doit le gérer dans la transparence. La garde des Sceaux, Mimi Touré, accusée du bout des lèvres par Ousmane Diagne, ci-devant procureur de la République, d'avoir exercé des pressions sur le parquet à propos d'un dossier judiciaire. Le désormais conseiller à la Cour suprême a laissé entendre lors d'un pot de départ jeudi que sa mutation décidée lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature se justifie par son refus de se plier aux ordres de la tutelle actuelle comme il l'avait fait avec d'autres ministres de la Justice. Ousmane Diagne appelle ses collègues parquetiers à être au service de la République. Récit Mame Fatou Ndoye. Tous les ministres. Ousmane Diagne n'est pas parti sur la pointe des pieds du parquet de Dakar, loin de là. À l'occasion de la passation de service avec son successeur au poste de procureur de la République du tribunal régional hors classe de Dakar, Ousmane Diagne a vidé son sac. Je n'ai jamais été autre chose qu'un procureur de la République et pas un procureur du gouvernement, lâche-t-il. Et le nouveau conseiller délégué à la Cour suprême d'avouer devant une assistance composée de magistrats et d'employés de justice pour la plupart qu'il a connu des difficultés
difficultés avec plusieurs ministres de la Justice, à l'exception de Moustapha Sourang. Après 6 ans et demi de présence à la tête du parquet de Dakar, aucun regret dans les décisions prises, même si Ousmane Diagne avoue avoir été exposé à des risques de représailles. Juste des recommandations, celle de réformer le parquet pour donner aux magistrats plus d'indépendance et ne pas les confiner au rôle de simples fonctionnaires. L'ex-procureur de la République Ousmane Diagne hier lors d'une cérémonie d'adieu à son honneur et de prise de fonction de son remplaçant Serigne Bassirou Gueye. Un célèbre magistrat au service de Dame Justice, il en fut lâchement assassiné dans les années 90. Survint alors la loi dite Ezzan en 2005 pour amnistier les assassins au nombre de 3. Clédor Sène, Pape Ibrahima Diakhaté et Assane Diop décédés. Une amnistie qui efface tous les crimes politiques commis entre 1983 et 2004. Mais c'était sans compter avec l'alternance survenue en 2012, mais surtout avec la volonté de l'actuelle majorité parlementaire d'abroger cette loi. Chérif Dia. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar remet au goût du jour l'affaire dite Maître Sey en dépit du vote de la loi Ezzan par la majorité parlementaire de l'ancien régime depuis le 17 février 2005. Une loi portant amnistie des personnes ayant commis des délits et crimes politiques entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 2004. Pendant cette période, exactement le 15 mai 1993, est survenu l'assassinat de Maître Babacar Sey du nom du vice-président du Conseil constitutionnel après une période post-électorale tumultueuse au Sénégal. 3 personnes seulement avaient été reconnues coupables de ce meurtre. Clédor Sène, Assane Diop, Pape Ibrahima Diakhaté, qui avaient été condamnés à de lourdes peines, ont quelques années plus tard été graciés par Abdoulaye Wade, devenu président de la République en 2000. L'initiateur de cette fameuse loi, Ibrahima Isidore Ezzan, député libéral décédé le 1er janvier 2007, voulait, disait-il, clore ce dossier qui risque de connaître un rebondissement avec cette initiative de la majorité parlementaire d'abroger toute loi scélérate, dont celle Ezzan. Chérif Dia, un député PDS, parti politique mis en cause lors de l'assassinat du juge constitutionnel, ne voit pas d'inconvénient dans l'abrogation de la loi Ezzan. Toutefois, Tafsir Thioye pose comme condition que la volonté exprimée par la majorité soit dans l'intérêt du Sénégal. C'est les gens de la majorité qui ont dit qu'ils vont faire une loi abrogeant la loi Ezzan. Ils sont libres de le faire. Mais ce qui est important, c'est que tout ce qui doit être fait dans le travail parlementaire, dans le contexte actuel de notre pays, doit être dans le sens de l'intérêt des populations. Nous sortions à la limite, de 3 décennies ou 4 décennies de quête pour la démocratie, de quête pour les libertés, avec tout ce que cela a eu comme conséquence en termes de violence, en termes de tuerie, en termes de division de la population. Dans le sens d'engager les populations dans la voie du développement, il fallait qu'on oublie le passé, qu'on fasse une amnistie. C'était ça la compréhension que j'avais de cette affaire-là. L'affaire Maître Babacar Sey ne peut pas plaire à quiconque est attaché à la paix, quiconque est attaché à la non-violence, quiconque est attaché à des lois et règlements. Une toute autre actualité après cette longue page judiciaire au Sénégal. Comme chaque 3 mai, la journée internationale de la presse, les professionnels des médias sénégalais ne sont pas en reste. De nombreux panels sont organisés ce vendredi autour du thème central de la journée, parler sans crainte. Compte rendu Ibou Diouf avec la caméra de Mohamed Dian. Chaque jour, leur liberté d'expression est bafouée, la sécurité des professionnels des médias mise en danger, d'où l'existence d'une journée internationale pour discuter de cette profession. En fait, nous avons parlé du code de la presse. Nous avons également parlé de la convention, de la nouvelle convention collective des journalistes. Pour ce qui est du code de la presse, nous estimons que ce code qui est un code consensuel, il faudrait-il le rappeler, va résoudre au moins 99% de nos problèmes.
maintenant ne sera plus journaliste qui veut, ne sera plus patron de presse qui veut. L'environnement économique va peut-être s'améliorer. Si vous remarquez, il y a beaucoup d'organes de presse qui sont en train de fermer. On a vu 2 chaînes de télé comme Canal Info News, comme Africa 7, qui sont fermées. Et de quelle manière? Fermées, les patrons ont disparu tout simplement. Et rien n'a été dit aux travailleurs. La violence faite aux journalistes, la précarité du métier et le genre dans les médias sont entre autres points qui intéressent le SYNPICS. Nous avons pour le moment tout fait, mais bon voilà, les négociations ne sont pas encore ouvertes et nous lançons un appel pour ça. Ouvrir les négociations pour essayer de faire appliquer cette nouvelle convention qui, bon, nous pensons que, même si elle n'est pas la panacée, mais au moins qu'elle peut nous aider à régler certains problèmes. Je vous donnerai l'exemple des femmes, par exemple, qui généralement, dans le cadre de leur travail, ont souvent beaucoup d'adresses, beaucoup de numéros de téléphone, descendent très tard, n'ont pas d'horaire fixe. Ça, c'est le travail de journaliste qui le demande. Et quand vous avez un mari qui ne comprend pas ça, bonjour les dégâts. Le 20e anniversaire de la Journée mondiale de la presse au Sénégal, la journée a été marquée par des panels, une occasion saisie par la presse pour discuter de toutes les questions qui bloquent l'envol du secteur des médias au Sénégal. Et puis ce regard d'un doyen sur l'évolution de la presse au pays du journaliste Mamles Dia pour Mbaye Sidi Mbaye entre l'époque des Mamles Dia Abdourahmane Cissé et celle de la jeune journaliste Maïmouna Ndiaye et son jeune caméraman Mardien. Beaucoup d'encre, de salive et d'images ont coulé sous les ponts médiatiques sénégalais. On regarde ensemble ce reportage. Une réglementation des organes et une forte exigence dans le traitement de l'information. Le métier de journaliste était noble au temps de Mbaye Sidi Mbaye. Senghor, c'était le parti unique. Ensuite, il a ouvert à 4 partis. Mais la presse était quand même étouffée. Et Abdou Diouf est venu, son ouverture politique, son appel à l'ouverture démocratique, a eu pour corollaire l'ouverture médiatique. La société civile, les partis politiques, les syndicats et les journalistes se sont coalisés pour améliorer la manière dont la presse fonctionnait. Dans les années 2000, de grands groupes de presse voient le jour, un véritable boom médiatique qui a transformé le secteur. À partir de ce moment, on a eu non seulement les radios commerciales, mais les radios dites communautaires. Maintenant, quand vous avez une dizaine de radios et de télévisions, etc., il y a autant de journalistes qui travaillent. Quand Abdoulaye Wade est venu, il est parti d'une analyse fausse, que la presse était contre lui, ce qui n'était pas vrai. Et il a créé sa propre génération de journalistes. Informer juste et vrai sans crainte, cette tâche demande un bon encadrement pour une formation garantie. Les organes politiques continuent d'exister et leur veille est une veille politique et partisane, ce qui n'est pas notre profession. Tous les métiers s'apprennent. Tous les métiers s'apprennent. Et les journalistes aussi doivent apprendre leur métier, surtout qu'ils travaillent sur une matière particulièrement importante, c'est l'homme. La presse est certes indépendante, mais des doyens à l'image de Mbaye Sidi Mbaye restent convaincus que les patrons de presse doivent être plus exigeants quant au contenu rédactionnel. Bonsoir aux deux confrères, Madiambal Diagne. Bonsoir Mamoudou. Bonsoir Ibrahima Khalilou Ndiaye. Bonsoir Mamoudou. Juste après l'actualité à l'étranger, notre débat, la Côte d'Ivoire, la Libye et le Pakistan, ce dernier pays où le procureur chargé d'enquêter sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre Madame Benazir Bhutto a été abattu ce matin dans la capitale Islamabad. Le récit de notre stagiaire Suzanne Seck. Au Pakistan, le procureur spécial a été assassiné ce matin dans la capitale Islamabad. Il représentait le gouvernement pakistanais dans l'enquête entourant l'assassinat de l'ex-premier ministre Benazir Bhutto, une affaire qui concerne l'ex-président Musharraf.
En Libye, le gouvernement tient tête face aux miliciens qui encerclent plusieurs ministères. Les autorités libyennes n'envisagent toujours pas de recourir à la force pour déloger les centaines de miliciens qui encerclent plusieurs ministères à Tripoli depuis dimanche 28 avril. Ces hommes qui affirment être d'anciens révolutionnaires sont lourdement armés. Le président ivoirien et ses ministres en visite dans l'ouest du pays. Alassane Ouattara a entamé jeudi 2 mai une visite de 3 jours dans cette partie du pays. Une visite qui a débuté par un conseil des ministres extraordinaire à la préfecture de Man. C'est la première fois que le gouvernement se réunit hors d'Abidjan ou Yamoussoukro. Un nouveau virus meurtrier dure à surveiller en Arabie Saoudite. Les 7 personnes infectées à l'est du pays, 5 sont décédées, ce qui porte à 16 le nombre total de morts dus à ce virus dans le monde. Que sait-on pour l'heure de ce nouveau virus, que l'on dit proche de celui du syndrome respiratoire aigu sévère, qui avait frappé la Chine en 2002? Pas grand-chose pour le moment. Place au débat donc, non pas sur le Pakistan, mais sur la journée internationale de la presse célébrée ce 3 mai 2013. Je vous le disais, en face de lui, le syndicaliste des syndicalistes. Madame Baldiagne, vous êtes le patron donc, du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal. Parler sans crainte, c'est le thème de cette journée internationale. Ça évoque quoi pour vous quand on parle du Sénégal? Permettez-moi d'abord de vous féliciter et de féliciter l'ensemble des travailleurs du secteur des médias pour la journée internationale de la liberté d'expression qui se fête depuis 20 ans à travers le monde, et le Sénégal joue sa partition à l'occasion de cette fête. Le thème de cette année donc c'est parler sans crainte. Nécessairement ça invoque la liberté d'expression, c'est-à-dire la sécurité des journalistes et des professionnels des médias en exerçant leur métier, parce que c'est un métier dont les adeptes sont toujours en péril, péril de leur vie, péril de leur sécurité, péril de leur situation sociale. Mais est-ce qu'au Sénégal, on peut parler sans crainte? On peut effectivement parler sans crainte dans une certaine mesure. Parce qu'en fait, les acquis démocratiques, les acquis sur la liberté d'expression ne sont pas des acquis irréversibles. Souvenez-vous, dernièrement, il y a certains de vos reporters qui ont fait l'objet d'ostracisme ou bien de violence. C'est vous dire donc que c'est comme le rocher de Sisyphe. C'est un éternel recommencement. Chaque fois qu'on a des acquis, ces acquis-là peuvent du jour au lendemain être remis en cause par des cervelés qui parfois ne comprennent pas qu'il faut répondre par exemple à un argument contradictoire par un argument contradictoire, mais d'aucuns pensent parfois qu'il faut répondre par la violence. Il y a quelques années de cela, il y a des journaux qui ont été attaqués, des employés des entreprises de presse ont été violentés jusqu'au sang, et dans d'autres pays, il y a des gens qui meurent malheureusement pour l'exercice de leur métier. Donc c'est vous dire que c'est une situation préoccupante qui nous interpelle, et il y a chaque fois qu'il faut qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut tirer la sonnette d'alarme pour sécuriser les employés, sécuriser les professionnels des médias. Alors Ibrahim Khalil Ndiaye, pour vous présenter simplement, vous êtes le secrétaire général du syndicat des professionnels de l'information et de la communication, le SYNPICS. Vous défendez les intérêts matériels et moraux des journalistes. Alors sous quel auspice se présente cette journée internationale de la presse? Merci Mamadou, vous me permettrez de vous dire bonsoir et de saluer Madame Baldiagne et également de saluer vos téléspectateurs. Je voudrais d'emblée rendre un hommage appuyé à tous les membres de cette corporation, qu'ils soient journalistes, techniciens, caméramans, correcteurs, etc., etc. Parce que c'est grâce à eux que les nouvelles parviennent aux populations. Donc ils sont sur tous les théâtres possibles, sur tous les fronts possibles, et ils ne font pas ce métier sans risque. Ce qui nous a amené, ce qui a amené aujourd'hui l'UNESCO à définir un thème global sur la sécurité des journalistes, c'est la question d'impunité. Ce thème découle simplement du fait que de par le monde, il y a énormément de journalistes qui font l'objet d'attaques physiques, d'intégrité physique ou mentale ou même psychologique. Donc à partir de là, nous pensons que c'est devenu un thème récurrent. Fondamentalement, quand on parle de sécurité, les gens pensent souvent aux zones conflictuelles. Mais le conflit et le danger est partout pour les journalistes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il n'y a pas de risque zéro pour le journaliste? Il n'y a pas de risque zéro pour le journaliste. Y compris au Sénégal? Absolument,
affirmatif. Il y a des exemples patents qui sont là, qui nous montrent que les journalistes sénégalais également, même s'ils évoluent dans un cadre de liberté globale, ne sont pas pour autant épargnés de certaines menaces ou bien de certaines violations. Ça, de façon récente, vos reporters ont eu à en subir les foudres, et nous pensons que la liberté n'est pas acquise de façon définitive. Il faut toujours se battre, puisqu'il y a toujours des fossoyeurs de la liberté. Donc, de façon combinée avec les combattants de la liberté, les organisations de la société civile, nous devons toujours s'ancrer davantage dans cette quête de liberté perpétuelle, puisqu'il n'est pas possible qu'il y ait une liberté de presse sans un cadre global de liberté d'expression. Donc nous pensons que ce thème arrive à l'heure, et il faudrait aussi déceler les autres formes de violence possibles qui existent pour les journalistes, puisque la violence, elle n'est pas que physique. La violence, c'est d'employer des gens sans les mettre dans les conditions. La violence, c'est qu'on puisse laisser des aventuriers prospérer et qu'ils n'aient plus à rendre compte. D'où la nécessité d'avoir un État fort, un État qui s'assume, et une justice qui soit là pour tout le monde. Nous pensons qu'une fois que certains paramètres sont là, personne ne pourrait, et tout le monde devrait répondre de ces actes et faire en sorte quand même que les gens puissent, que l'État puisse garantir les libertés, la sécurité des individus, mais faire en sorte également ceux qui emploient des gens de façon indécente soient traduits et punis. Oui. Alors, Madame Maldiagne, vous êtes un patron de presse à la tête du groupe Avenir Communication. Que répondez-vous à ce que Ibrahima Khalil Ndiaye vient de dire? La violence, c'est aussi d'employer des journalistes et autres techniciens dans de mauvaises conditions de travail. Mais il a parfaitement raison. Moi, je souscris à son analyse. Il faut dire que la précarisation que vivent certains professionnels des médias n'aident pas à leur sécurité personnelle, n'aident pas à leur sécurité sociale, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut fustiger et qu'il faut dénoncer. Donc je pense qu'il faut aller vers la professionnalisation, il faut aller vers la création d'un environnement favorable à l'éclosion d'une presse forte. Je pense que c'est la condition pour garantir l'emploi. Que faites-vous vis-à-vis de patrons de presse, par exemple, qui ne respectent pas les règles en la matière? Ils sont quand même membres de votre organisation, le CEDEPS, ou vous avez plutôt quelques distances vis-à-vis je crois que de ce côté-là, nous avons vraiment défini des règles très précises. Nous avons une charte pour être membre de l'organisation du CEDEPS, c'est-à-dire qu'il faut s'engager à respecter les règles professionnelles, s'engager à respecter les règles de bonne gouvernance de l'entreprise, s'engager à respecter les droits matériels et moraux des travailleurs. Maintenant, quelqu'un qui est en marge de cela, il est au banc peut-être de sa communauté. Il est vrai effectivement qu'il y a des entreprises de presse qui ne satisfont pas à ces exigences-là, mais chaque fois que c'est le cas, nous avons eu une relation très étroite avec le SYNPICS qui nous a saisi de certaines situations que nous avons portées et que nous avons dénoncées et que nous avons vraiment réglé plus ou moins avec certains responsables du SYNPICS. C'est vous dire vraiment que c'est une situation qui est là, mais qui, parfois aussi on a tendance à globaliser, à généraliser une situation. Il y a peut-être des cas spécifiques qui sont identifiés, qui sont connus et qui n'arrivent pas toujours à satisfaire à ces exigences-là, mais il faut dire que la majorité des personnes, des entreprises de presse qui sont membres du CEDEPS, pour beaucoup, sont même au-delà de la convention collective, au-delà des critères professionnels qui sont demandés. Donc c'est vous dire qu'il y a des efforts encore à faire et il faut effectivement pousser les gens, tirer vers le haut ceux qui sont encore à la traîne. Et je crois que c'est notre responsabilité en tant qu'employeur de répondre à nos obligations et à nos exigences sociales. Alors, Ibrahima Khalil Ndiaye, il y a plus d'1 an, il y a une concertation nationale qui a accouché d'un projet de code de la presse qui est bloqué depuis plus d'1 an à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en dites? Quelle est la position du SYNPICS? Oui, je pense que, comme vous le dites, le code de la presse de projet, c'est un code consensuel et qui a été déposé sur la table des autorités avant les élections de 2012. L'ancienne législature n'a pas voulu voter ce code pour des raisons que nous avons trouvées fallacieuses. Et maintenant, il y a eu une nouvelle législature et les autorités, à commencer par le chef d'État, tout comme les 2 ministres de la communication sous l'ère Macky Sall, se sont engagés vraiment à aller dans le sens de le faire voter. Maintenant, ça sera quand? Je donne ma langue au chat, mais je pense que fondamentalement, il y a un travail de lobbying à faire puisqu'il y a des incompréhensions. Aujourd'hui, on assiste à des gens qui se permettent de critiquer le code sans l'avoir lu, sans l'avoir compris d'abord
On ne demande pas d'abord de voter sans l'avoir compris et se l'approprier. Il faut dire que la réserve la mieux partagée au sein en tout cas de l'Assemblée nationale, c'est la question de la déprisonnalisation des délits dits de presse. Oui, vous avez très bien fait de préciser le terme de déprisonnalisation, puisque beaucoup de gens parlent de dépénalisation, pensant que les journalistes voudraient se soustraire à la loi et de faire en sorte quand même d'être des hommes au-dessus des règles préétablies, ou bien qu'ils n'aient pas à rendre compte à une quelconque autorité, ou bien quand ils commettent des erreurs, ou bien quand ils diffament des individus. Non, là n'est pas notre compréhension de la question de la dépénalisation, puisque je peux faire remarquer que les sanctions qui sont contenues dans ce nouveau projet ont été élargies et font que aujourd'hui on aura un tribunal des pairs et que ces sanctions même peuvent remettre en péril la vie de l'entreprise de presse tant qu'elles sont très lourdes. Il y a l'autre aspect également, c'est que des sanctions, dans la panoplie de sanctions prévues, il pourrait arriver que les journalistes puissent être de façon provisoire suspendus jusqu'à même le retrait, la carte de presse. Donc, fondamentalement, nous pensons que le code règle beaucoup de choses. Maintenant, il faudrait d'abord que les gens prennent le temps de le lire, de le comprendre, de l'intérioriser, de se l'approprier. On ne demande pas aux gens de voter le code de façon aveugle. Pensons que nous irons vers les gens, on suscitera le débat nécessaire, on fera en sorte que les gens le comprennent et que les gens sachent que fondamentalement, ce n'est pas pour notre propre paroisse que nous militons, mais nous voulons faire en sorte quand même que le Sénégal puisse faire des avancées. Et pour terminer sur la question de la dépénalisation, il faut simplement dire qu'il ne s'agit pas de dire que les journalistes ne doivent pas aller en prison. Non, nous estimons que les acquis et les avancées démocratiques font que un journaliste n'a pas sa place en prison dans une démocratie. Un médecin peut faire une erreur et tuer son patient. Il est poursuivi pour un homicide involontaire. Quand un journaliste fait une erreur de bonne foi aussi, il faut lui reconnaître cela. Et d'autant plus que dans ce métier, il y a des aménagements qui ont été faits. Quand quelqu'un s'estime disqualifié, faire un droit de réponse. C'est vrai que beaucoup de gens disent que les journalistes ont toujours le dernier mot. Bon, ça c'est autre chose. Madame Baldiane, sur le projet de code de la presse, la position du CEDEPS. Oui, à l'adoption de ce texte, parce que nous avons participé à son élaboration, il faut qu'on rappelle les circonstances dans lesquelles ce texte a été adopté. C'était le fruit d'une large concertation et d'un consensus. Tous les acteurs des médias, l'État aussi, les associations de droits de l'homme, les associations de consommateurs, des juristes, des organisations de la société civile et aussi des parlementaires avaient été associés à ce travail de concertation. Et nous avons trouvé un consensus sur des règles minimales autour desquelles nous pouvons nous accorder. C'est-à-dire que nous avons estimé que, par exemple, ce code pourrait permettre à une avancée démocratique, à la consécration des libertés au Sénégal, mais aussi au fait que les journalistes, d'abord, seront plus professionnels, parce que dans le code, nous avons prévu et nous avons estimé devoir laisser ça en priorité, d'abord les conditions d'accès au corps de journalistes, la viabilité des entreprises de presse, la nécessité de préserver tout le personnel qui travaille dans les entreprises de presse, mais aussi la responsabilisation de ces agents des entreprises de presse. Donc c'est vous dire que le code est en quelque sorte, à mon avis, une certaine avancée dans divers aspects. Et donc, ce qu'on a demandé à ce que le gouvernement et le traduise et le communique à l'Assemblée nationale pour son adoption, c'était dans le circuit législatif. Le régime d'Abdoulaye Wade avait adopté sans conseil de ministre, l'a transmis à l'Assemblée nationale qui avait eu quelques réticences pour l'adopter. Macky Sall, arrivé au pouvoir, a estimé qu'il devrait faire passer le projet par le bilan. Aujourd'hui, on a senti une certaine reculade de sa part, parce que sa sortie d'il y a 2 jours sans que cela. Pourquoi vous le dites? Il le dit dans la mesure où il dit que oui, je suis d'accord pour l'adoption du code de la presse, mais on ne peut pas laisser les journalistes faire n'importe quoi, on ne peut pas laisser n'importe qui entrer dans le code. Ce qui veut dire manifestement qu'il ne s'est pas approprié, comme l'a dit Khalil, le contenu du code. Il n'a pas eu le temps d'être informé des véritables dispositions du code, mais je pense que les questions, les objections qu'il a eu à soulever
sont déjà réglés dans le code. Mais en même temps, un président de la République, pour parler de Macky Sall, qui a porté le fonds d'aide de la presse, ou l'aide de la presse de manière triviale, à 700 millions de francs CFA. Non, mais il faut quand même rectifier que ce n'était pas lui qui l'a porté à 700 millions de francs CFA. Le fonds d'aide à la presse a été, en 2000, à hauteur de 300 millions de francs CFA. C'est vers 2006 que le président Wade a décidé de l'augmenter à 700 millions de francs CFA, et cette application de l'aide à 700 millions a commencé en 2010. Donc aujourd'hui, l'enveloppe de 700 millions de francs CFA est encore reconduite dans le budget de 2013. Et il faut dire aussi que même le gouvernement de Macky Sall a cherché à rogner ça. Surtout que dans les arbitrages budgétaires, le Premier ministre Abdoul Mbaye avait 100 millions de l'enveloppe de 700 millions. Il a fallu votre coup de gueule. Il a fallu que le CEDEPS s'enfusque pour que le gouvernement trouve des moyens par ailleurs pour ramener les 100 millions. Donc c'est vous dire que cet acquis-là, effectivement, est à mettre à l'actif du président Wade, et que le président Macky Sall a estimé de voir cette enveloppe au niveau où il est. Il est vrai, et je dois le souligner, on a il y a une proposition du député Iba Der Thiam qui demande à ce de 700 à 1 milliard de francs CFA. Nous nous en sommes félicités, nous avons estimé que ça peut être un acquis pour les médias. Il faut dire aussi que c'est un combat de longue date du professeur Iba Der Thiam qui, depuis 1993, faisait des propositions tendant à l'amélioration des conditions de vie des journalistes, mais aussi de l'amélioration de la situation économique des entreprises de presse. Seulement, ce qui nous a comme un hiatus, c'est que de 2000 à 2012, Iba Der Thiam était à une posture qui lui permettait de pouvoir faire avancer ces propositions-là. Il ne l'a pas fait. Au contraire, à un moment, s'il n'a pas été parmi ceux qui criaient avec les loups, il n'a rien fait de la presse. Donc aujourd'hui, c'est de bon ton d'opposition demander à ce qu'on demande l'enveloppe allouée à la presse. Voilà. Une dernière question à la périphérie de cette journée internationale de la presse, justement. Ibrahima Khalilou Ndiaye, vous êtes signataire d'une lettre ouverte adressée au président de la République pour dénoncer la remise en cause d'un acquis. C'est parce que, tout simplement, il n'y a aucun représentant de la presse parmi les membres du Conseil économique, social et environnemental. Pourquoi c'est une remise en cause d'un acquis? Écoutez, c'est une remise en cause en sens que le SYNPICS était représenté au Conseil social depuis près de 2 décennies. Et moi, je voudrais simplement préciser que notre présence au Conseil social n'est pas fondée par rapport à une quelconque appropriation, ou bien par une personne, quelconque poursuite de sinécure. Nous estimons quand même le rôle et la centralité de la presse font que nous, effectivement, des problèmes sociaux, économiques et même environnementaux incontournables. Donc, un acquis dans le monde du travail, on dit qu'un acquis doit être définitif. Il faut tout pour préserver les acquis et c'est dans d'autres. Cela également, cette lettre ouverte, si vous l'avez lu intégralement, vous vous rendrez compte également qu'on a parlé du CNRA, puisque lorsque Macky Sall est parvenu au pouvoir, pour la composition du CNRA, habituellement ce qui se faisait, c'est Wade qui a rompu cette bonne habitude, c'était de prendre un représentant du syndicat, c'est ce que disaient les textes, le plus représentatif. Et dans ce texte, nous sommes la seule organisation présente. Mais on s'est rendu compte que Wade ne l'a pas fait. Durant tout le magistère de Wade, nous n'avons pas voulu reconnaître les avis et les éclairages du CNRA. Et aujourd'hui, il a même posture vis-à-vis du CNRA. Maintenant, oui, absolument. Certes, il y a des journalistes qui y sont, mais ils n'ont pas été envoyés au nom de la corporation, ils ont été cooptés. Même si pour la première fois le CNRA présidé par un journaliste, Babacar Touré, nous ne disons pas, ça ne fait pas changer de position. Par rapport au syndicat qui est là, qui est le seul, donc il fallait quand même leur demander, c'est ce qui se fait à l'époque, en tout cas c'est ce qui agrée un peu les membres de la corporation. Il y a eu énormément de récriminations par rapport à la question, donc c'est ce qui est passé, nous ne l'avons pas dénoncé, il y a eu la perte de cet acquis, nous faisons face à ces responsables et prenons date avec l'histoire, puisque quand même, personne même de courber l'échine et de ne pas se défendre par rapport à cette question. Madame, vous avez 30 secondes, l'absence de représentants de la presse au Conseil économique, social et environnemental. Qu'en dit le CEDEPS? Ça a été une surprise pour le CEDEPS. Des amis du syndicat nous avaient interpellés pour savoir si le CEDEPS était consulté lors de la formation du Conseil économique et social. On a dit non. Effectivement, comme l'a dit Khalil, la presse devrait être représentée à ces structures-là. Parce que je pense que la presse constitue important dans la vie de la nation sénégalaise et je ne vois pas comment on peut mettre une structure
importante que l'économique et sociale qui parle des questions sociales, environnementales, sans association. Moi, je marque ma surprise et mon incompréhension. Bon, ça semble donner un peu aussi une indication sur le degré de considération que les autorités de l'État ont vis-à-vis des médias. Et le CNRA, alors, est-ce que vous avez la même position que le SYNPICS qui ne reconnaît pas le CNRA, même s'il est dirigé par... Moi, je ne partage pas le point de vue du SYNPICS. C'est vrai que c'est une organisation souveraine qui s'arc-boute sur des dispositions réglementaires organisant le CNRA pour exiger qu'un représentant du SYNPICS soit digné pour siéger au CNRA. Mais je pense que ceux qui sont rentrés au CNRA, notamment le président Babacar Touré comme président du CNRA, peuvent valablement parler au titre de leur père journaliste, de leur frère journaliste. Bon, qu'à cela ne tienne, qu'au niveau de CNRA, on a une opportunité importante avec la nomination de Babacar Touré, un professionnel. Pour la première fois, on a un professionnel qui a la tête du CNRA. Quelqu'un de progressiste, quelqu'un qui veut faire bouger les choses. Je crois qu'il est notre devoir de l'encourager à essayer d'élever le niveau au niveau du CNRA pour que la presse puisse un peu profiter de cette posture-là pour engranger des acquis, étant entendu que c'est ce qui préoccupe le SYNPICS. Très bien. On aura noté que le CEDEPS et le SYNPICS n'ont pas la même position vis-à-vis du CNRA. C'est aussi ça, la liberté de la presse. C'est la fin de ce journal. Bonne journée de la presse, même si elle est terminée. Mais surtout à vous aussi qui nous regardez, puisque vous adorez la presse. Merci, bonsoir et excellente.